Merci, professeur. Et me retrouver assis dans cette position qui est la mienne et précisément à votre droite me rappelle, me rappelle un moment du parcours qui est le mien, me rappelle ce temps d'encadrement, ce temps d'accompagnement dans la thèse et je suis très heureux de me retrouver à votre droite. Et je saisis l'occasion pour vous dire merci et ce merci, il sera renouvelé à chaque moment que j'aurai l'occasion. Et je ne manquerai pas de remercier certaines personnes que je retrouve dans la salle, notamment le professeur Gérard Hanou, qui, toutes les fois qu'on le sollicite, seront immédiatement disponibles et je ne m'empêcherai pas de lui dire merci. Et également au professeur Cyril Nourissa, qui s'est toujours rendu disponible. Et il l'a dit souvent, toutes les questions qui concernent le droit WADA, n'hésitez pas, je serai avec vous, je serai présent. Et cher professeur, merci. Alors, ce matin, en prenant la parole, dans le cadre de son propos introductif, le secrétaire permanent de l'OADA tenait à repréciser la nature juridique de l'organisation qui est l'OADA. Est-ce une organisation régionale? Est-ce une organisation sous-régionale? Ou une organisation continentale? Et il finit par dire que l'OADA est une organisation continentale et que l'ambition à date, c'est de parvenir à couvrir l'ensemble des États du continent. Ceci étant, est-ce que l'OADA se donne des moyens en termes de techniques législatives et juridictionnelles pour y arriver? Pour ma part, la technique de codification privilégiée par le traité fondateur de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, donc l'OADA, est l'uniformisation. Le but des États parties est de réaliser une intégration juridique aboutie, fondée sur une supranationalité efficace. L'uniformisation aboutie devrait entraîner un retrait proportionnel de la compétence législative et réglementaire nationale. L'extension substantielle du droit uniforme des affaires, c'est-à-dire l'accroissement des matières susceptibles d'uniformisation, semble pourtant irréversible. Elle suscite pour cela des réserves nourries et parfois des confrontations totalement ouvertes et assumées. Le malaise provient alors de la technique de codification utilisée. L'objet du présent propos, consacré à la technique de codification, n'est pas d'exposer la procédure d'élaboration du droit uniforme. Le but n'est pas non plus de remettre en cause de manière systématique l'uniformisation qui constitue l'un des traits saillants de l'organisation. L'objet, qui se veut plutôt réaliste, vise l'établissement de la relation de cause à effet entre l'efficacité de l'organisation et la technique d'uniformisation adoptée. En quelques mots, c'est questionner l'efficacité de la méthodologie, donc de la technique de codification. En principe, la technique législative d'une organisation supranationale devrait être le levier de départ sur lequel devrait se poser l'efficacité de son action. En droit WADA, la technique utilisée ramène d'abord à une question d'ordre général. Le caractère extensif du champ d'application du droit des affaires issu de l'organisation n'est-il pas la principale source de sa fragilité? Le malaise fait apparaître deux thèses. Pour l'une, visiblement plus radicale, l'extension indéfinie du champ d'application matériel est une source d'inefficacité de l'OADA. Pour l'autre, l'extension du droit uniforme des affaires paraît toute logique. Elle répondrait à l'ambition du traité fondateur, selon laquelle, pour réaliser une intégration juridique parfaite entre États parties, l'adoption d'un droit uniforme des affaires est la voie la plus appropriée. Loin de ces controverses, une troisième voie, plutôt médiane, celle qui impose une approche réaliste, peut être explorée. Elle est axée sur le rôle joué par la technique de codification dans la sécurisation de l'extension du droit OADA. De ce point de vue, on peut se demander s'il est raisonnable de continuer à envisager l'extension du droit substantiel des affaires issues de l'OADA sous le seul angle de l'uniformisation, essentiellement
faut-il revisiter les techniques ou la technique de codification? L'exclusivité de la technique d'uniformisation peut constituer un risque pour l'extension du droit des affaires. Sa rigidité, voire sa fermeté, à l'égard des institutions politiques ou même juridictionnelles, on le verra tout à l'heure avec la communication du collègue Falilou, des États partis, peut entraîner un blocage à l'adoption des actes uniformes. L'analyse devra donc permettre, au-delà de l'appellation, un recours effectif à l'harmonisation, en tant qu'une ambition, mais plutôt en tant que méthode de législation, en tant que technique de codification. On peut envisager, dans un premier temps, de montrer que l'exclusivité de la technique d'uniformisation est équivoque, pour évoquer, dans un second temps, la possibilité d'opter pour une technique de coordination dualiste favorable à l'harmonisation. En premier lieu, l'exclusivité équivoque de l'uniformisation. L'exclusivité de la technique d'uniformisation dans un système d'intégration juridique est spécifique, originale à plusieurs égards et certainement caractéristique de l'OHADA. Dans l'univers comparé des unions d'intégration juridique, économique, même politique ou monétaire. Cette exclusivité, bien qu'originale, est source d'équivoque à deux égards. L'amenuisement continu de la compétence législative nationale des États partis, ainsi que le dégarnissement de la compétence matérielle des juridictions de cassation nationale. Le recours exclusif à l'uniformisation en tant que méthode de coordination de normes peut accentuer les conflits de compétences internes à l'OHADA. Les équivoques sont davantage perçus si la technique d'uniformisation est exposée. On peut donc présenter, d'une part, l'exclusivité de l'uniformisation pour tenter de ressortir, d'autre part, les équivoques à traiter. L'exclusivité de la technique d'uniformisation. L'élaboration du droit uniforme des affaires procède expressément d'une double réalité. Même si l'organisation, par son appellation, est officiellement dédiée à l'harmonisation du droit, l'uniformisation demeure le seul mode de codification. Il importe de voir d'abord en quoi consiste l'uniformisation pour s'intéresser ensuite à son caractère exclusif. En quoi consiste donc l'uniformisation du droit des affaires? De manière abstraite, l'uniformisation du droit se présente comme une technique d'intégration juridique qui consiste à supprimer les différences entre les législations nationales en leur substituant un texte unique, rédigé en des termes identiques pour tous les États concernés. Elle peut être mise en œuvre suivant deux méthodes. La première, qualifiée de la voie la plus douce, consiste à proposer aux organes législatifs nationaux un texte unique préparé par une instance internationale. La seconde, plus rigide et plus intégrateur, est bâtie sur le principe de la supranationalité. Elle introduit des normes directement applicables dans l'ordre juridique interne des États membres. En droit OHADA, le droit uniforme dérivé du traité fondateur s'impose directement aux États partis. Ainsi, les actes uniformes adoptés par le Conseil des ministres, organe législatif, a un effet à la fois vertical et horizontal. La technique consiste à adopter à l'échelle de la structure supranationale un droit substantiel qui s'applique sur le territoire de tous les États membres, sans l'intervention des parlements nationaux, encore moins des actes de gouvernement tels que des décrets de promulgation. Le traité a pour objet, au terme des dispositions de son article 1er, l'harmonisation du droit des affaires dans les États partis et entre dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés, au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution
au régime de redressement des entreprises et à la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit applicable au droit comptable, au droit de la vente et des transports. Et l'article 2 du même traité précise que relève du droit des affaires et susceptible d'harmonisation toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait à l'unanimité d'y inclure. Sans revenir sur le débat de la notion de droit des affaires déjà exposée dans le cadre du propos introductif, l'approche retenue par le législateur OHADA, large, extensive, est celle du droit des activités économiques. En conséquence, tous les aspects juridiques, excepté pour le moment les lois fiscales, échappent au pouvoir législatif national et par ricochet à la compétence des juridictions de cassation nationale. Ce qui laisse entrevoir des incertitudes qui appellent une certaine attention. Les équivoques de la technique d'uniformisation. Les équivoques exposent des situations à craindre, en ce qu'elles peuvent être chrysogènes. Elles couvrent de douces crises qui, en l'absence de traitement approprié, peuvent se muer en une profonde crise de système. Les contestations ouvertes de certains parlements ou la résistance des cours suprêmes des États partis illustrent le degré de réalisation des risques de crise qui pourraient soumettre le fonctionnement de l'organisation à rude épreuve. La technique d'uniformisation utilisée entraîne une négation des compétences législatives et réglementaires. Si les pouvoirs exécutifs n'éprouvent pas de gêne à cela, il en va autrement avec les parlements nationaux. L'uniformisation doublée de l'extension matérielle retire progressivement au législateur sa compétence de légiférer. En ce qui concerne les juridictions de cassation, au-delà des récriminations ouvertement formulées par l'Association africaine des hautes juridictions francophones, appelant à un rétrécissement de la compétence matérielle de la CCJA, lequel rétrécissement ne peut être envisagé en l'état sans redéfinir soit la notion de droit des affaires, soit la technique de codification. On relève de plus en plus qu'elles se déclarent compétentes, donc ces juridictions, dans les matières relevant de la compétence de la CCJA. Ainsi, la Cour de cassation du Burkina Faso, les cours suprêmes du Niger, dans les affaires Biya-Niger, du Cameroun, dans le dossier Jean-Marcel, de la Côte d'Ivoire et du Congo, ont-elles entretenu un conflit de juridiction inédit avec la CCJA. Elles se sont déclarées compétentes pour connaître totalement ou partiellement des questions qui, en principe, relèvent de l'application des actes uniformes. La haute juridiction ivoirienne, par exemple, s'est déclarée compétente dans une affaire de saisie-attribution qui est, en principe, régie par l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances. Ce double malaise, traduit par le dégarnissement des pouvoirs législatifs nationaux et le rétrécissement de la compétence matérielle des juridictions de cassation nationale, sujet deux voies optionnelles. Soit enserrer la matière du droit des affaires dans un intervalle fermé, soit opter pour une technique de codification plus douce. En second lieu, la dualité envisageable en faveur de l'harmonisation. La technique de codification est essentielle et implique un rôle déterminant dans la construction de l'organisation supranationale. Le but est d'harmoniser, c'est-à-dire éliminer les divergences entre les normes nationales, rapprocher les législations nationales entre elles, rapprocher aussi les législations nationales des principes fondamentaux de l'organisation, c'est-à-dire harmoniser le droit issu de l'organisation. L'harmonisation, c'est donc la technique de coordination de normes qui permet de passer de législations divergentes
à un droit convergent, compatible et concilié. Elle suppose des procédés techniques qui, à comparer à l'uniformisation, sont plus souples. On peut donc voir d'une part la vertu de l'harmonisation pour appréhender d'autre part les procédés de sa réalisation. La vertu de la technique d'harmonisation d'abord. La vertu de la technique d'harmonisation tient avant tout à son apport à l'efficacité de l'intégration juridique. En réalité, l'esprit de l'intégration, c'est l'efficacité de l'organisation supranationale. Efficacité normative, bien entendu, mais aussi efficacité institutionnelle. La tension interne à une organisation, fût-elle entretenue par les pouvoirs politiques nationaux ou imputable à une instance juridictionnelle supranationale, n'est pas de nature à garantir l'efficacité attendue. Or, la technique d'harmonisation, véritable instrument de pacification, contente les pouvoirs nationaux en préservant leurs compétences sans pour autant se détourner de son ambition d'instituer des règles juridiques communes. En droit comparé, l'esprit et les lettres du droit de l'Union offrent une belle illustration. Tandis que certains règlements européens prévoient des règles de conflit de juridiction ou des règles de conflit de loi, d'autres prévoient de véritables règles substantielles, voire des institutions du droit de l'Union, comme l'illustre la Société européenne, la Coopérative européenne ou encore le Groupement européen d'intérêt économique. Les directives, quant à elles, les directives européennes bien entendu, quant à elles, lient les États membres quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales la compétence quant à la forme et aux moyens à suivre. Les directives ne s'appliquent normalement qu'après leur transposition en droit interne. De ce système normatif et institutionnel se révèle une dualité de systèmes de coordination de normes. L'uniformisation mise en œuvre par les règlements et l'harmonisation portée par les directives. Il s'agit là d'un système qui allie rigidité et souplesse. En substance, la technique d'harmonisation permet ainsi la mise en accord de règles nationales différentes, plus spécialement à modifier des dispositions existantes afin de les mettre en cohérence entre elles ou avec une réforme nouvelle. La technique d'harmonisation respecte dans une certaine mesure le particularisme des législations nationales, en comblant les lacunes des unes et en éliminant les contrariétés des autres. Le recours à cette technique peut avoir, en droit WADA, plusieurs avantages. Éviter les conflits institutionnels internes, recentrer la compétence de la CCJA sur des matières essentielles, celles qui peuvent être considérées comme constituant le noyau dur du droit des affaires, et donner la possibilité aux États africains, ne relevant pas de la tradition romano-germanique, de préserver les particularismes de leur système juridique. Des moyens existent pour permettre à l'OHADA d'intégrer cette méthode d'élaboration du droit à son système juridique. Les procédés techniques d'harmonisation. Le recours à l'harmonisation s'accompagne de l'adoption d'outils techniques de mise en œuvre. Ce sont les procédés. Dans un langage technique, les procédés désignent les techniques juridiques de coordination par lesquelles une organisation adresse les orientations à suivre dans le cadre d'une harmonisation. En tant qu'une fin, l'harmonisation s'obtient au moyen de techniques telles que les conventions internationales d'harmonisation ou les conventions portant loi type, les directives ou les recommandations. D'un côté, les conventions d'harmonisation ou les conventions portant loi type désignent des accords internationaux, généralement multipartites, par lesquels les États s'obligent à transposer dans l'ordre juridique interne les orientations convenues. Plus spécialement, les conventions portant loi type suggèrent un texte à amender.
à modifier, si nécessaire, sans cependant remettre en cause les options fondamentales et adopter des législations adoptées par le législateur national. Ceux-ci conservant en toute hypothèse le pouvoir d'abroger la norme introduite dans l'ordonnancement juridique à l'occasion d'une réforme ultérieure. De l'autre, l'harmonisation souhaitée peut s'opérer par le biais des directives communautaires. Techniquement, elle se contente d'indiquer les résultats à atteindre sans imposer la forme et les moyens à suivre aux États. La seule contrainte qu'elle impose aux États membres, c'est que la norme nationale à intervenir doit être revêtue d'un impérium qui, à son tour, doit être utilement suffisant pour s'imposer dans l'ordre juridique interne. Le procédé n'est pas inédit. On le sait en regardant plus près. Précisément toujours dans le cadre du côté de l'Union, les directives intéressant le droit des affaires sont très nombreuses et variées. On peut citer, entre autres, la directive du 25 juillet 1985, dite directive responsabilité du fait des produits défectueux, ou encore la directive e-commerce du 8 juin 2000. On le voit en revenant ici, spécialement à l'OHADA, que plusieurs matières dont les entreprises d'uniformisation sont ouvertes peuvent bien faire l'objet de directives sans ébranler l'œuvre d'uniformisation de l'organisation. Ainsi, au lieu d'adopter des actes uniformes, d'ailleurs, certains projets sont voués totalement à l'oubli en raison de l'opposition de certains États membres. Il en est ainsi de l'acte uniforme qui devrait porter sur le droit du travail. Les questions matérielles relevant de l'affacturage, le crédit bail, la sous-traitance, la distribution, la concurrence peuvent faire l'objet de directives dans le cadre du droit OHADA. Par ailleurs, sans passer à une approche du droit sans rigueur, pour ainsi parodier le doyen Jean Carbonnier, les recommandations peuvent être utilisées. Il est vrai qu'à la différence des procédés d'harmonisation proprement dit, les recommandations ou les lignes directives sont constitutives de la soft law, entendues comme un ensemble de règles non contraignantes, mais susceptibles de produire des effets juridiques. Par exemple, l'Organisation africaine du droit des affaires, donc l'OHADA, peut, sous le procédé de recommandation ou de ligne directrice, adopter des principes du droit des contrats. En définitive, les techniques de codification entretiennent un lien intrinsèque avec l'efficacité de l'organisation. Plus la technique retenue limite la compétence législative des États parties, plus le risque de controverse et de remise en cause est élevé. D'ailleurs, ce risque se réalise déjà. Les conflits de juridiction entre la CCJA et les juridictions de cassation en sont une preuve. En droit OHADA, la technique d'uniformisation et l'extension indéfinie du champ du droit des affaires entraînent l'aménagement des compétences législatives, réglementaires et juridictionnelles. De manière prospective, il va falloir passer de l'exclusivité de l'uniformisation à une dualité, celle qui permet le recours effectif à l'harmonisation par des directives ou des lois types. Tout ne peut être donc uniformisé, même au sein d'une organisation d'intégration juridique la plus parfaite. Je vous remercie.